Richard Cœur de Lion, un nom qui claque, notamment grâce au célèbre film Robin des Bois. Et pourtant, la véritable histoire de ce personnage est assez méconnue. Roi chevalier ayant la volonté de guerroyer jusqu'à sa mort. Il va mener la troisième croisade contre Saladin et va devenir l'une des figures incontournables du roi chevalier. Mais comment ce roi d'apparence si chevaleresque est-il devenu pour les populations du Moyen-Orient un véritable fléau? Voici donc comment, au IIe siècle, un roi totalement dépourvu de sagesse politique va devenir pour la postérité l'un des plus grands souverains d'Angleterre. C'est au cours de l'année 1157 que naît Richard Plantagenet, troisième fils du roi Henri II d'Angleterre et de la reine Aliénor d'Aquitaine. Et quand je dis Angleterre, ce n'est pas l'Angleterre auquel vous pensez, car à cette époque, les frontières du royaume étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. À l'origine simple duc de Normandie et d'Anjou, Henri avait réussi grâce à un habile jeu politique à devenir roi d'Angleterre. Grâce à son mariage avec la duchesse d'Aquitaine Aliénor, le couple royal réussit à unifier la quasi-totalité de la façade atlantique. Et c'est dans ce contexte plutôt favorable pour sa famille que grandit Richard. Il est élevé à la cour de Poitiers, foyer d'art et de culture où se produisent de nombreux musiciens et troubadours. Fait d'ailleurs plutôt inattendu, Richard Cœur de Lion, la grande figure de la chevalerie, est devenu à leur contact un poète, ma foi, assez bon. N'étant que le troisième fils, Richard n'était pas prédestiné à succéder à son père sur le trône. Cependant, il va se trouver une alliée de taille, sa mère, qui fait de lui son fils préféré. Et ça va fortement peser dans la balance pour les luttes de pouvoir à venir. En effet, montrant que peu de respect envers leur père, les quatre frères espéraient chacun hériter de fiefs et de territoires à gouverner. Devant le refus de celui-ci de donner la moindre miette de pouvoir, la fratrie, poussée par leur mère, entra en rébellion contre leur propre père en 1573. Aliénor d'Aquitaine était elle aussi en conflit ouvert contre son mari, mais sur un plan plus personnel. Elle avait plutôt mal supporté les nombreuses infidélités et les nombreuses maîtresses de celui-ci. Et comme Aliénor c'était pas une femme qu'il fallait vraiment emmerder, elle décida pour se venger de donner tous ses titres de duchesse d'Aquitaine, non pas à son mari Henri, mais le donner à son fils préféré Richard, faisant de lui le nouveau duc d'Aquitaine. Mais cette nouvelle nomination ne se fit pas sans conséquences, car en effet, Richard, maintenant duc d'Aquitaine, devait prêter serment au roi de France, Philippe Auguste. Les deux hommes lièrent rapidement un sentiment d'amitié, bien qu'une certaine méfiance était déjà présente. Vous vous en doutez, Henri VIII n'est pas resté les bras croisés devant cette menace. Il décida alors d'envahir par deux fois l'Aquitaine et se confronta à son fils Richard. Et devant la puissance du roi d'Angleterre, le fils s'agenouillit devant son père et lui demanda pardon. Cette défaite provoqua de nombreux troubles en Aquitaine et Richard dut partir pour mater les nobles mécontents. Souhaitant rappeler à tous ces petits barons et nobles leur place, le duc Richard fit usage de la force pour les soumettre. Le prince se tailla alors une solide réputation de cruauté, avec de nombreuses accusations de meurtre et de viol. Jusque-là, le prince n'a fait preuve que d'opportunisme, mais tout change avec la mort de son frère aîné, Henri le Jeune. Richard revendique alors les territoires de son frère, ainsi que la succession au trône d'Angleterre. Mais là, Henri II refuse. Fou de rage, Richard s'allia à son ami le roi Philippe Auguste, et ensemble, ils attaquèrent Henri qui fut obligé de se réfugier à Chinon, où le vieux roi mourut seul et abandonné le 6 juillet 1189. C'est donc au terme d'une très dure période de lutte féodale que Richard devient roi d'Angleterre, duc de Normandie, d'Anjou et d'Aquitaine, à seulement 32 ans. Commença alors pour lui la partie la plus brillante de son existence. Pendant quasiment plus de 10 ans, il va se retrouver au premier plan de la scène internationale. En effet, car à l'autre bout du monde, en Terre Sainte, le sultan d'Égypte, Saladin, a occupé presque toutes les places du royaume de Jérusalem, suite au désastre subi par les croisés à la bataille de Hattin en 1187. Roi imprégné de récits arthuriens ou de la légende de Roland de Roncevaux, Richard fait feu de se croiser. Il part à la tête de la troisième croisade et va tenter de reconquérir la Terre Sainte. Mais comme toujours, les choses ne sont pas aussi simples. Cette alliance ne se fait pas en toute confiance. Les deux rois craignent chacun qu'en leur absence, leur rival n'en profite pour usurper leur territoire, les forçant ainsi à partir ensemble direction Messine en Sicile. Bloqué pendant une partie de l'hiver par des tempêtes à Messine, Philippe Auguste finit par rembarquer le 30 mars 1191.
et arrive en vue de la côte de la Terre Sainte le 20 avril. Richard, lui, embarque plus tardivement pour arriver 2 mois plus tard, le 10 juin 1191, ralenti par les tempêtes et des pirates byzantins. Montrant toute sa détermination et son génie militaire, Richard, à peine débarqué, rejoignit le siège de Saint-Jean d'Acre. Cette ville portuaire stratégique, occupée par les forces de Saladin, avait été depuis 2 ans assiégée par les croisés locaux, puis rejoint par Philippe lors de son débarquement. Celui-ci avait décidé d'entamer la construction de nombreuses machines de siège, mais celles-ci s'avéraient inefficaces face aux remparts de la ville. Mais l'arrivée du roi anglais allait redistribuer les cartes. Malgré une tentative de sauvetage menée par Saladin souhaitant libérer la ville des assiégés, celle-ci ne put résister bien longtemps à la force de frappe du roi anglais et dut ouvrir ses portes pour se rendre le 12 juillet 1191. Mais cette victoire éclatante de Richard déplut fortement à Philippe, qui avait vu son propre prestige éclipsé par le succès de son rival, accentuant davantage les tensions déjà existantes entre les deux rois. Pour ne rien arranger, à la rivalité entre les deux souverains européens s'ajouta la rivalité entre deux prétendants au trône de Jérusalem, divisant davantage le camp croisé. Ouais, les gars n'avaient même pas encore conquis Jérusalem et qui commençaient déjà leur magouille politique pour savoir qui s'assierait sur le trône. Vexé et sachant politiquement qu'il ne pouvait se permettre de laisser le royaume de France longtemps sans roi, Philippe Auguste annonça son départ vers l'Europe, laissant sur place une partie de son armée à Richard. Malgré ce départ, la croisade continue pour Richard. Un accord est conclu avec Saladin et prévoit la libération des défenseurs d'Acre contre le versement d'une rançon et la restitution de la vraie croix perdue à Adine. Mais Saladin fit traîner l'exécution de cet accord. Et l'impétueux Richard, excédé, ordonna alors le massacre de 2600 défenseurs le 20 août 1191. Cet acte de barbarie, qui contraste avec la générosité de Saladin dans le passé, représente une faute politique grave pour Richard, car il le prive non seulement d'une monnaie d'échange, mais renforce également le sentiment anti-croisé parmi la population musulmane. Par la suite, Saladin fera exécuter en représailles tous les chrétiens capturés au cours des combats suivants. Cet acte choqua tellement les populations que même un siècle plus tard, les mères sarrasines menaçaient encore d'appeler l'ogre Richard pour se faire obéir de leurs enfants désobéissants. Poursuivant sa campagne, les qualités tactiques du roi d'Angleterre lui permettèrent de reconquérir le littoral palestinien et de reporter notamment de grandes batailles comme à Arsouf face à Saladin. Mais l'objectif principal, Jérusalem, restait toujours inaccessible. À la tête d'une armée épuisée par plusieurs mois de conflit, Richard ne se décida à rentrer en Angleterre que lorsqu'il apprit une terrible nouvelle. Des complots se tramaient entre son frère Jean Santerre resté en Angleterre et Philippe Auguste rentré en France et ayant des vues sur la Normandie. Pour le roi d'Angleterre, terminer la croisade est impératif, mais encore faut-il conclure une paix favorable. Et faute d'une victoire militaire décisive, le roi dut se résigner à négocier avec Saladin en toute hâte. L'objectif ultime de cette croisade, Jérusalem resta entre les mains de Saladin. Le sultan reconnaît en revanche aux chrétiens la possession des territoires côtiers, très pratique pour le commerce, et accepta également le libre accès des pèlerins vers la ville sainte. Cet accord conclu, Richard Cœur de Lion peut alors quitter sans honte la Terre Sainte le 9 octobre 1192. Et malheureusement pour lui, il joue de malchance. Se prenant une tempête sur la tronche sur le chemin du retour, le roi d'Angleterre fut contraint de passer à pied par des territoires très hostiles. À la fin de l'année, malgré son déguisement de marchand, il est fait prisonnier à Vienne par Léopold, duc d'Autriche, un prince croisé avec lequel il s'était embrouillé au lendemain de la prise d'Acre. Le prince revanchard le vend ensuite à son seigneur, l'empereur germanique Henri VI, tout aussi mal disposé à l'égard du captif. Après 13 interminables mois d'emprisonnement, le roi d'Angleterre est finalement libéré au prix d'une rançon faramineuse de 100 000 marcs d'argent. Rendez-vous compte, cela représente 34 tonnes d'argent. Une longue captivité dont profita son rival, le roi Philippe Auguste. L'enseignement prolongé de Richard permit au roi de France de s'entendre avec le frère du prisonnier pour se partager la Normandie. Le Capétien conquiera alors Gisors, le Vexin normand, le Vaudreuil, Évreux et le Nébourg, avant que le lion ne puisse enfin sortir de sa cage. Il faut se dire qu'entre son départ de la Terre Sainte et son retour, il aura fallu à Richard plus de 2 ans pour rentrer. Une véritable odyssée. Peu après son retour en Normandie, et non pas en Angleterre, Richard Cœur de Lion entra en guerre contre le roi de France. Richard avait évidemment à cœur de reprendre les territoires volés par son ancien ami. S'ensuivit un conflit long de 5 ans, entrecoupé seulement de trêves jamais vraiment respectées.
Réussissant finalement à conclure une trêve avec le roi de France, Richard porta alors son attention sur un autre théâtre d'opération. Profitant du chaos ambiant, le vicomte Aymar de Limoges s'était rebellé contre lui. Le baron Félon possédait une place forte majeure, le château de Chalus-Chabrol, que Richard s'empressa de venir assiéger en personne. Le 26 mars 1199 au soir, le roi inspecta ses défenses devant les fossés. S'écartant imprudemment du grand bouclier en bois que l'on porte devant lui, le roi ne put éviter un carreau d'arbalète tiré depuis les remparts qui vint se loger dans son épaule droite. Refusant tout d'abord de se faire soigner, jugeant la blessure superficielle, un médecin viendra finalement inspecter la blessure du roi. Et sonnant comme la dernière épreuve que ce roi sans peur devrait vaincre, l'intervention maladroite de ce chirurgien ne fit qu'aggraver le mal. La gangrène s'installa dans la plaie et le 6 avril, Richard mourut à l'âge de 42 ans, sans jamais avoir revu l'Angleterre. La vie de ce roi au cœur de lion est désormais entrée dans la légende. Cultivant les valeurs chevaleresques, courage, hardiesse, honneur, menant avec son épée Excalibur, tel son héros favori, le roi Arthur, ses armées au combat, Richard est pour les poètes contemporains la représentation ultime du roi chevalier. Mais son comportement impétueux, voire violent, vis-à-vis notamment de ses prisonniers, noircit l'épopée du souverain, tout comme son surnom Hoc et No se traduisant par oui et non, montrant le caractère versatile et changeant du souverain, qui manquait parfois à sa parole. Pas très chevaleresque. Il ne faut pas oublier non plus que Richard, grand roi anglais dans l'imaginaire collectif, n'a passé qu'à peine 6 mois dans son royaume et n'a jamais véritablement parlé anglais, préférant le domaine de sa mère, l'Aquitaine. Cette absence marquée laissa aux historiens anglais une vision plus négative de Richard, une vision d'un roi plus intéressé par ses prouesses de chevalier, à sa gloire en Orient, qu'au gouvernement de son royaume. Je n'ai cependant pas parlé dans cette vidéo des rumeurs indiquant que Richard Cœur de Lion était homosexuel, mais les chroniqueurs du règne, notamment Roger de Hautevenne, sont ambivalents dans leurs propos sur la sexualité du roi. Il est vrai qu'en 1191 à Messine, Richard Cœur de Lion organise une procession religieuse où il se flagelle pour un péché indiscutablement d'ordre sexuel. Mais s'agissait-il de luxure, d'accouplement avec les hommes? Probablement la deuxième raison, mais en même temps, Roger de Hautevenne prête au souverain des ardeurs libidineuses à l'encontre de femmes qui n'hésitent pas à enlever. Il est vrai qu'aujourd'hui, malgré un sujet longuement débattu par les historiens, aucune source ne permet d'affirmer l'homosexualité avérée du roi. Merci d'avoir regardé cet épisode, pensez au like, aux commentaires, à vous abonner, j'espère que la vidéo vous a plu, et moi je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes.